Ce soir, j'aimerais partager une expérience avec vous. Une expérience très simple que vous pouvez mener avec votre enfant ou votre élève s'il est en bas âge et amateur de chamallow. Placez-le dans une pièce isolée, face à une table, et sur cette table, disposez une assiette et dessus un chamallow. Puis vous lui indiquez que vous absentez quelques minutes, et si lorsque vous revenez, le chamallow est toujours en vie, s'il a réussi à résister contre sa gourmandise, il aura le droit à un deuxième chamallow. Je sais, ça ressemble à une petite torture. Mais je ne suis pas qu'un tortionnaire. Cette expérience a été menée sur des milliers d'enfants, aux quatre coins du globe, dans les années 60. Et les enfants qui ont réussi à résister contre un plaisir immédiat, hop, gober un chamallow tout de suite, pour avoir une gratification future plus importante, manger 2 chamallows, eh bien ces enfants se sont avérés avoir une meilleure réussite scolaire, être en bien meilleure santé et, plus généralement, avoir mieux réussi dans leur vie. Mais qu'est-ce qui se cache derrière le secret du chamallow pour expliquer une telle différence d'éducation et de vie? Répondre à cette question, c'est justement l'essentiel de ma recherche. Je suis professeur d'économie à Sciences Po. Alors, partez pas, je n'ai pas dit d'insulte. On peut être professeur d'économie à Sciences Po et être passionné d'éducation. C'est mon cas. Et depuis des années, avec différentes équipes, en France, aux États-Unis, au Canada, nous allons sur le terrain pour comprendre quel est le succès de la réussite scolaire. Nous allons aussi bien dans des écoles avec un très fort taux de harcèlement et de violence qui empêche tout résultat scolaire. Nous allons aussi dans des collèges où vous avez un grand nombre de décrocheurs, ou encore dans des banlieues avec des jeunes chômeurs entre 18 et 25 ans qui sont isolés complètement socialement depuis des années. Et à chaque fois, nous utilisons la même méthode, une méthode scientifique empruntée à la médecine, où nous tirons au hasard un groupe d'élèves, une partie méthode pédagogique traditionnelle, uniquement centrée sur l'intellect, c'est la méthode placebo, et l'autre partie recevra des méthodes pédagogiques plus innovantes. Le résultat de nos recherches est spectaculaire. Et ce résultat est corroboré par l'ensemble des recherches actuelles. Quel est-il? Le secret du succès scolaire ne réside pas dans votre QI. Il ne réside pas non plus dans vos capacités intellectuelles. Il réside dans une autre composante qu'on appelle des compétences non cognitives. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce mot barbare, compétences non cognitives? A priori, 2 dimensions. La première, c'est justement l'effet chamallow. C'est votre ténacité, votre capacité d'autodiscipline, votre capacité à avoir un projet, une stratégie et de vous y tenir. Par exemple, nous allons dans des collèges pour essayer de lutter contre le décrochage scolaire. À quoi sert-il de rajouter des heures de mathématiques, des heures de latin, des heures de français, si le principal problème de ces jeunes décrocheurs est de pouvoir se concentrer, de ne pas avoir de méthode d'apprentissage qui leur permettent justement d'apprendre? Ce que nous évaluons, c'est de nouvelles méthodes qui leur apprennent à se concentrer en ayant par exemple une posture corporelle en classe, ou lorsqu'ils rentrent à la maison, de pouvoir différer un plaisir immédiat, de regarder tout de suite la télévision, ou de faire un jeu vidéo, et de se concentrer pour faire leurs devoirs. Et cette capacité d'autodiscipline, cette ténacité, c'est un vrai muscle, hein, et elle se développe à tout âge, pas comme le QI qui ne se développe plus après l'âge de 9 ans. Vous pouvez, par exemple, le premier jour, demander à l'enfant de se concentrer 5 minutes pour faire ses devoirs avant de se précipiter devant la télévision, puis le lendemain 10 minutes, puis un quart d'heure, jusqu'à ce qu'il développe une véritable colonne vertébrale. Cette discipline, on l'enseigne aussi chez des jeunes chômeurs, en rupture de banc. On a tout essayé.
Ils ont été de nombreuses fois dans des reprises d'insertion éducative sur les bancs d'université. Rien n'y fait. Vous avez de nouveaux types d'éducation ou d'associations qui leur proposent des projets innovants, tels que la création d'entreprises. Pendant un an, ils doivent réaliser un grand projet. Alors bien sûr, tous ne deviendront pas des Bill Gates. Ce n'est pas parce qu'on est chômeur en Seine-Saint-Denis qu'on est nécessairement un Bill Gates en puissance. Mais au moins, pendant une année, ils auront appris à développer un projet, à avoir confiance en eux et à se lever à des horaires fixes pour rencontrer leurs banquiers, pour rencontrer leur chef de projet, jusqu'à ce qu'ils développent une véritable colonne vertébrale. La deuxième compétence essentielle pour expliquer la réussite scolaire est ce qu'on appelle les compétences sociales. Compétences sociales, c'est-à-dire apprendre à coopérer, à se parler les uns les autres. Ça vous semble simple. Et pourtant, nous en sommes tous largement démunis. D'ailleurs, la première fois où j'ai commencé à m'intéresser aux compétences sociales et à essayer à les mesurer scientifiquement, au moins essayer de faire ce peu, c'était lors d'une expérience peu banale. C'était sous la présidence Nicolas Sarkozy. Monsieur le Président avait décidé de créer une commission « Comment vivre ensemble en 2050 en France ». À l'époque, Nicolas pensait être encore président en 2050. Il avait mis autour de la table tous les plus éminents chercheurs du monde entier, en neurosciences, en psychologie, en sociologie, même en économie, avec moi, pour essayer de trouver le secret des compétences sociales et du vivre ensemble. Et alors là, tous ces éminents spécialistes de la coopération, réunis pour bâtir un futur meilleur, se sont mis, au bout de 2 minutes, à s'invectiver. Alors le sociologue disait au psychologue « mais tu n'as jamais rien compris à la psychologie de l'éducation ». Et après, le psychologue disait « ah, si un sociologue savait ce que c'était que l'éducation, ça se saurait ». Et alors, sans parler des chercheurs en sciences de l'éducation, au secours. Finalement, cet exemple résume très très bien l'échec de notre système scolaire. Voilà les plus brillants esprits réunis autour d'une table, mais qui n'avaient qu'une tête et qui n'avaient jamais appris à avoir un corps et à se parler les uns les autres. Pour ma part, je fus vraiment impressionné, surtout par le psychologue, celui qui avait été vraiment critiqué par le sociologue. Ce psychologue avait commencé, dès le début des années 80, à développer des compétences sociales chez des jeunes enfants à Montréal, entre 6 et 8 ans, qui étaient extrêmement isolés socialement. Avec la mairie de Montréal et l'ensemble des enseignants et des parents, il a identifié le groupe d'enfants le plus isolé, puis a tiré au sort parmi ce groupe une petite composante qui a reçu, en plus de l'enseignement traditionnel, un vrai coaching social pendant 2 ans. Ce coaching social, ça consistait à travailler en groupe ou ce qu'on appelle la médiation par les pairs PIRS, c'est-à-dire apprendre à travailler en groupe et surtout apprendre la perspective de l'autre. Encore mieux, apprendre à deviner les intentions des autres et à ne pas leur prêter systématiquement des mauvaises intentions, comme on le fait tous. Lorsqu'il m'a convaincu de prendre l'avion et de retourner à Montréal, il y a de ça 3-4 ans, pour suivre ces enfants étaient dans leur quarantaine. Il me demandait d'évaluer ensuite leur parcours professionnel. Et la stupeur, les enfants qui sont passés par ce coaching social, qui étaient initialement en tout point identiques aux autres enfants de Montréal, eh bien ces enfants avaient 2 fois plus de chances d'avoir reçu le bac et 4 fois plus de chances d'avoir un emploi et d'avoir un très bon salaire. Vous voyez, ténacité et autodiscipline, compétences sociales, sont 2 compétences non cognitives essentielles pour expliquer la réussite scolaire et la réussite d'une vie. Mais pas uniquement pour les décrocheurs dont je vous parle, pas uniquement pour les enfants de banlieue, mais pour tous nos enfants, pour tous nos citoyens. Et même
pour les personnes les plus remarquables de notre société. Je vous cite un exemple, Nelson Mandela. Nelson Mandela avait coutume de dire « Ce qui compte dans la vie, c'est pas de ne jamais avoir d'échec, mais c'est d'être capable, après chaque échec, de pouvoir se relever et de pouvoir les surmonter. » Alors comment est-ce qu'on forme un Mandela? On lui donne combien d'heures de mathématiques? Combien d'heures de français? Combien d'heures de latin? Vous imaginez son prof de maths à l'heure actuelle qui lui marquait « Bon, Nelson, peut mieux faire, là, sous tes soustractions, tes additions ?» Il a dû se sentir mal après. Un Nelson Mandela, c'est quelqu'un qui développe deux compétences, la ténacité, la capacité à avoir un projet, un vrai projet d'humanité, même seul dans sa geôle, et une compétence sociale, une capacité à fédérer l'ensemble d'une société autour de lui. Ces compétences sociales, elles sont essentielles pour apprendre à vivre ensemble, mais elles sont aussi essentielles pour la prospérité économique. Pardonnez-moi, je reprends ma casquette d'économiste quelques secondes. En effet, à l'heure actuelle, nous vivons dans des sociétés que nous appelons des sociétés de la connaissance, des sociétés d'innovation, où chacun peut avoir une bonne idée. Vous le savez tous, on est tous créatifs, on a tous des idées. Le seul problème, c'est comment s'assurer que les entreprises laissent émerger ces idées, laissent émerger notre créativité. Pour cela, il faut que les entreprises aient des méthodes de management organisées de façon très horizontale, où vous pouvez à chaque fois laisser la libre circulation des innovations, contrairement à une organisation très verticale en silo. Or, seuls les pays, comme les pays nordiques, qui investissent très tôt dans une éducation coopérative, ont des entreprises avec une véritable coopération entre les collègues. Alors vous me direz, si c'est si simple que ça, pourquoi n'a-t-on pas encore réformé notre système scolaire? À mon avis, deux raisons à cela. Une raison simple, la première, c'est que pour le moment, on ne savait que mesurer le QI. C'était la seule chose qu'on ne savait mesurer de façon relativement fiable. Or, cet obstacle est maintenant surmonté. On est capable de mesurer les compétences sociales, les capacités à coopérer, et même une organisation comme l'OCDE proposera maintenant des questionnaires aussi bien tels que PISA sur les compétences intellectuelles, mais aussi des questions sur votre intelligence émotionnelle. Le deuxième obstacle, qui me semble vraiment fondamental, est plus une raison économique. C'est que pendant très longtemps, on vivait dans des sociétés industrielles, organisées de façon pyramidale, où l'ensemble des produits était relativement standardisé. Donc il suffisait d'avoir l'ingénieur, l'X-Mine, qui avait son idée, et puis l'ensemble des salariés ensuite contrôlaient ou effectuaient les tâches. Dans notre nouvelle société, ce n'est plus possible. Les sociétés d'innovation nécessitent maintenant une organisation extrêmement horizontale. Et pour pouvoir créer une société du vivre ensemble, où vous avez à la fois une performance économique et une performance sociale, il faut commencer très tôt par une école de la confiance. Bonsoir.